Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc celle qui incarne désormais la politique européenne de la France en lieu et place de Nathalie Loiseau. Donc vous l'avez remplacée. Et Nathalie Loiseau, elle est partie conduire la liste de La République En Marche à ces élections européennes qui, il faut bien le dire, ne suscitent pas un grand intérêt pour l'instant. Je lisais hier qu'un sondage annonçait que 46% des électeurs étaient sûrs d'aller voter le 26 mai. Comment vous expliquez donc ce manque d'intérêt ? J'explique ça parce qu'en fait, ça fait des décennies que les grands partis ont envoyé à Strasbourg, au fond, des parlementaires en exil, des hommes politiques de premier plan en France qui finissaient finalement leur carrière politique à Strasbourg. Ça a une conséquence très grave, c'est que la France a perdu de l'influence, elle a perdu de la capacité à être crédible, elle a perdu la capacité... Pas très gentil pour des personnalités comme Alain Lamassoure ou Michel Barnier qui ont... J'étais à Strasbourg la semaine dernière, il y a quelques députés qui font un travail exceptionnel. Ouais. Mais ils sont trop peu nombreux, ils ne sont pas soutenus par leurs grands partis français. Et donc les Français, ils sont assez lucides. Ils ont l'impression que ça ne sert finalement pas à grand-chose. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'heure est très grave. Quand vous voyez comment s'organisent les Allemands, quand vous regardez comment s'organisent aussi les pays du Nord, il est extrêmement important que nous regagnions de l'influence et que donc nous envoyions des députés compétents, des députés qui ont envie de s'occuper de sujets très concrets, mais sur lesquels il faut qu'on puisse apporter des solutions aux citoyens européens et donc aux citoyens français. Mais votre argument, il est à double tranchant, parce que l'une des raisons aussi de ce désintérêt qui va peut-être évoluer après les vacances scolaires notamment, c'est que l'on n'a pas mis précisément de personnalité de premier plan. Madame Loiseau n'était pas la personnalité la plus connue de votre mouvement, idem par exemple à la France Insoumise avec Madame Aubry ou Monsieur Bardella au Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen. Oui, mais à l'époque c'était François Mitterrand, Simone Veil, enfin ça avait peut-être une autre allure. Mais moi, ce que je regarde, c'est que, par exemple, la majorité des députés que les Français ont envoyés en 2014 au Parlement européen, ce sont des membres du Front National, maintenant dit Rassemblement National. Qu'est-ce que ces députés ont fait ? Ils ont voté contre tout. Donc vous avez en France, aujourd'hui, une situation où nous avons des grands projets, nous avons des grands besoins, nous voulons parler du climat, nous voulons parler de l'emploi, nous voulons parler des travailleurs transfrontaliers, des travailleurs détachés, bref, de sujets qui intéressent les Français au quotidien. Et nous n'avons pas les hommes et les femmes, aujourd'hui, en capacité de vraiment avoir de l'influence. Il y a des députés formidables. Vous savez, Elisabeth Morin-Chartier a travaillé pendant 5 ans sur le travail détaché. C'est un sujet qui concerne toutes les TPE, toutes les PME en France. Eh bien, lors du dernier vote, certains, vous avez députés soi-disant très connus, des anciens ministres, etc., ont voté contre le fait qu'on ait un vote. Ça, c'est voter contre notre intérêt, c'est voter contre l'intérêt des Européens, et ça ne doit plus jamais se reproduire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de double enjeu ? Les Français ont peut-être la tête ailleurs aujourd'hui. On attend les conclusions du grand débat avec Emmanuel Macron après-demain dans une conférence de presse. Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui la priorité dans finalement l'enjeu politique qui se joue J'étais députée avant, j'étais dans beaucoup de grands débats en Essonne, dans ma circonscription, et partout en France. Ce que vous voyez, c'est que, par exemple, l'enjeu climatique, les Français et les jeunes notamment disent, voilà, on veut économiser nos ressources, on veut un air plus propre. Tout ça, on attend des mesures en France d'abord. On attend des mesures en France, mais les vraies solutions, on sait bien que le climat, c'est pas notre 1% des émissions mondiales qu'il faut regarder, c'est déjà au niveau européen. Donc il y a beaucoup des questions du grand débat qui bien sûr demandent des arbitrages et des décisions en France, mais qui surtout vont demander de l'ambition au niveau européen. Et ça, c'est ce que je dois porter dans les mois qui viennent, c'est la cohérence entre notre projet national et puis aussi les réformes, les négociations qu'il faut porter au niveau européen. L'un des arbitrages que l'on attend d'Emmanuel Macron dans 2 jours, c'est celui sur le temps de travail qui a ressurgi depuis quelques jours, porté notamment par vos ex-collègues députés, par exemple Aurore Berger, qui dit qu'il faudrait sans doute travailler un jour de plus dans l'année, perdre un jour férié, ou alors revenir peut-être sur la semaine des 35 heures, ou bien allonger l'âge de la retraite. Vous étiez membre de la Commission des Finances il y a encore quelques semaines. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, ma position, c'est d'abord revenir au diagnostic. Pourquoi on a cette question ? Mais la solution, on est un pays, le remède après le diagnostic. Oui, mais on est un pays sur lequel tout était financé par le travail. Les retraites, la santé, l'intégralité de ce qui fait au fond notre modèle social français est assis sur le travail. Moi, mon combat depuis 2 ans, c'était de regarder si le taux d'emploi augmentait. Est-ce qu'il y a plus de Français qui travaillent quand ils sont jeunes, quand ils sont plus âgés, donc ça veut dire plus de formation, plus de compétences. Donc la bataille pour le travail... Remèdes, sur les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez que l'émission est courte, donc... Allez dans le concret, dans la réponse. Le président, le Premier ministre doivent prendre des arbitrages, mais ce qui est certain, c'est que nous ne financerons rien pour les retraites, pour la dépendance, pour la santé, qui sont des sujets où les Français nous disent qu'ils veulent que ça fonctionne mieux, si effectivement, il n'y a pas plus de personnes qui travaillent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que chacun travaille dans la semaine, dans le mois. Ce n'est pas forcément au niveau individuel. Et comment on fait plus de personnes qui travaillent ? C'est flou, déjà, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, par exemple, que quand vous avez 80% des offres d'emploi d'aides-soignants et d'infirmières qui, aujourd'hui, ne sont pas pourvues parce que vous n'avez pas les gens qui ont les compétences en face, eh bien là, vous avez un énorme besoin. C'est plus de travail, c'est moins de chômage, c'est aussi plus de services. Et bien ça, c'est un très bon combat. Muriel Pénicaud le mène, par exemple, sur le volet des compétences. Et ça, c'est aussi un sujet. Je vais vous poser une question à laquelle vous allez me dire oui ou non. Faut-il supprimer un jour férié dans l'année ?
Peut-être qu'il faut le supprimer si c'est le choix que nous faisons collectivement et que nous préférons cela à une réduction des RTT volontaires, etc. Le débat, il est très important. La dépendance, c'est un des sujets les plus angoissants. Le vieillissement, le financement de ce qui nous accompagne dans la fin de nos journées, c'est le sujet le plus angoissant des Français aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait un débat. C'est normal d'ailleurs qu'Aurore Bergé, pour le mouvement En Marche, propose des choses. Ensuite, le gouvernement, on s'entend, et je crois que ça s'appelle cette semaine on a compris jeudi. Quelle était votre préférence? Ma préférence, moi j'ai pas de préférence, ma préférence, c'est de faire en sorte que dans notre pays, si on croit à notre modèle social, on ait effectivement plus de gens qui travaillent. Dernier sujet, le Brexit. Vous êtes donc secrétaire d'État chargé des affaires européennes. C'est un dossier que vous suivez pour la France. Le Parlement britannique va reprendre ses travaux. Et je ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais l'idée est encore de sortir de l'Europe avant même les élections européennes qui auront lieu le 26 mai. On a compris que le Brexit était repoussé la date jusqu'au 31 octobre. En fait, l'objectif de Theresa May, c'est d'aller beaucoup plus vite. C'est votre souhait? Le souhait collectif, c'est que cette crise politique, qui est d'abord une crise politique britannique, puisse trouver une issue. Les Européens, une issue par la sortie obligatoire? L'issue que nous souhaitons, c'est que les choses se fassent de manière ordonnée et que donc les Britanniques puissent sortir de l'Union européenne en respectant le fameux accord de retrait pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de rupture, que ce ne soit pas une crise. Aujourd'hui, les parlementaires britanniques, vous dites, retrouvent le chemin de Westminster. C'est essentiel que l'on puisse observer s'ils arrivent à se mettre d'accord. Ça fait maintenant 6 mois que nous avons fait des propositions, que oui, mais pardon, mais le président du Conseil européen, Donald Tusk, rêve, je le cite, que le Brexit n'ait jamais lieu. Donc on est un petit peu perdu. Moi, vous savez, j'étais parlementaire avant. S'il y a une exigence, c'est respecter le vote. On peut ne pas être d'accord, peut-être certains, avec le fait que le Brexit se passe. Il en reste que c'est ce que les Britanniques ont voté. C'est eux qui ont une souveraineté. Ils ont un parlement, ils ont des élections, ils ont une première ministre, et c'est à eux de décider. Il y a des millions de gens qui défilent à Londres pour réclamer un nouveau référendum, vous le savez. Il y a eu des oui et des non. En France, le référendum, c'était non. Quand on a fait le traité de Lisbonne, qui était une vraie avancée pour l'Europe, et moi j'ai voté pour, donc j'ai pas d'étame là-dessus. Mais le fait qu'on revienne sur le vote des Français, ça a créé, on le voit encore aujourd'hui, une énorme rupture démocratique. C'est pas un cadeau à faire aux Britanniques que de décider pour eux, c'est pas un cadeau à faire aux Britanniques que de les enfermer entre guillemets dans l'Europe. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé au Conseil européen avec les chefs d'État il y a quelques semaines, c'était que c'était aux Britanniques surtout de décider. Ils peuvent décider de sortir après-demain. Il faut en votant l'accord de retrait. Qu'ils sortent après-demain ou dans quelques semaines, il faut qu'ils sortent. Ils peuvent encore décider aussi de rappeler M. Tusk et de lui dire, écoutez, finalement, on veut rester. C'est leur décision souveraine. C'est à eux de décider. Et si souverainement, à Westminster, par un vote démocratique, certains pensent qu'il faut revenir en arrière, c'est leur choix. S'ils veulent organiser un deuxième référendum, c'est leur choix. Ce qui est important, c'est que la souveraineté des Britanniques soit respectée et que le vote soit respecté. C'est une exigence, surtout quand on a été élu soi-même, de respecter le vote des citoyens. Et je pense que trop souvent, vous savez, l'élite financière, économique, considère qu'ils vont décider tout seuls. On vous a entendu. Merci beaucoup. Amélie de Montchalin, Thierry, c'est à vous. Excellente journée. Jeff.